Bonsoir à tous, bonsoir à toutes et bienvenue dans cette nouvelle histoire terrifiante. Et je le dis direct, ça risque d'être vraiment très chaud et assez traumatisant. Alors ce soir, on s'intéresse à deux personnes en particulier qui ont commis des atrocités terribles. Il y a du kidnapping, de la séquestration, de l'abus sur des hommes, des femmes et des enfants, ainsi que de la torture et des meurtres. Le pire, c'est que ces actes horribles ont été filmés et que vous allez donc pouvoir vous plonger dans les horreurs qu'ont commis ces deux hommes et voir les VHS numérisés. Je le rappelle quand même, la vidéo est déconseillée aux moins de 16 ans, il va y avoir du gore, des scènes avec des mineurs et des scènes choquantes. Et sans plus attendre, on va se plonger dans l'histoire de ces deux hommes et de leurs macabres vidéos que l'on considère comme les pires tueurs en série de la Californie. But for anyone that is interested, anyone who needs my justifications or my rationalizations as to why I would want to imprison and in fact enslave a young woman, they have only to look closely at me. Human bones, the belongings of missing people, a slave cell room. Pour comprendre la suite de l'histoire, nous devons nous intéresser à Paul Costner. Paul est un vendeur de voitures à San Francisco et en 1984, il place une annonce dans le San Francisco Chronicle à propos d'une Honda Prélude orange de 1980 qu'il souhaite vendre. Il connaît très bien le marché de l'automobile et il sait pertinemment que ce genre d'automobile va se vendre très vite. Il attend donc un certain nombre d'appels dans la journée et de personnes pour venir la voir. Cette même journée, Paul fixe un rendez-vous avec un certain Leonard Lake. Hi, this is Paul. Leave your name and number. I'm calling in regard to the 1980 Honda Prelude sale. Ils essaient la voiture et celle-ci convient à Leonard qui lui propose de revenir directement à son appartement pour récupérer les clés et signer les papiers. Le problème, c'est qu'à partir de ce moment-là, malgré les appels et les messages laissés, plus personne n'aura de nouvelles de Paul Costner. Le lendemain de la vente, Marilyn, la copine de Paul, appelle sa sœur Sharon afin de prendre des nouvelles de son petit ami. En effet, elle avait programmé un rendez-vous avec Paul la nuit d'avant et ils devaient cuisiner ensemble et regarder un film et se faire une petite soirée en amoureux, donc tout ce qu'il y a de plus ordinaire, mais celui-ci ne s'est jamais présenté. Cette nouvelle inquiète l'entourage de Paul qui le connaît comme étant un homme ponctuel qui ne se serait jamais permis de ne pas venir à son date sans prévenir. Et surtout pas avec Marilyn, qu'il aimait plus que tout au monde et qu'il avait d'ailleurs l'intention de demander en mariage. Cela fait maintenant plusieurs heures que Paul est injoignable et son comportement commence sérieusement à inquiéter son entourage. Hi, Polly, it's Sharon. Where are you? Call me as soon as you get in, okay? Oh, this is Marilyn. I hope everything's all right. I'm kind of worried. Your sister again. Please call. Sa sœur Sharon ainsi que Marilyn, sa compagne, décident donc de se rendre à son appartement et réussissent à se procurer une clé afin d'y entrer. S'attendant au pire lorsqu'elle pousse la porte, c'est en fait un spectacle qui de prime abord semble rassurant et il n'y a aucun signe d'effraction, de lutte ou de vol. Sauf que la situation va rapidement commencer à effrayer Marilyn ainsi que Sharon puisque son appartement est impeccablement rangé. Elle nous dit qu'il ressemblait plus à une chambre d'hôtel qu'à un appartement habité. Et c'est à ce moment-là qu'elles comprennent que quelque chose n'est pas du tout normal. Paul ne passait pas l'aspirateur aussi proprement et n'était pas du tout ordonné au point de ranger les différentes pièces de son chez lui aussi proprement. Il semblerait donc que quelqu'un tente désespérément de cacher quelque chose et de couvrir ses traces. Et vous allez voir que pour vous, comme pour les proches de Paul, ça ne va pas du tout aller en s'arrangeant. En fouillant son appartement, on découvre que son arme qu'il gardait dans son armoire est introuvable. De plus, sa voiture semble aussi avoir disparu, ce qui fait assez d'indices suspects pour déclarer la disparition de Paul à la police. Malheureusement à cette époque,
La police ne disposait pas de moyens humains et logistiques nécessaires pour s'intéresser à tous les dossiers de personnes disparues. Les proches de Paul se font donc mettre dehors par un agent qui leur explique qu'il ne se plonge pas dans des dossiers où la personne disparue est âgée de plus de 6 ans. Leur théorie est donc tout simplement que Paul Costner est au bar ou quelque part en ville et qu'il reviendra bientôt. Les jours passent et la sœur de Paul se rend quotidiennement chez lui en espérant le voir assis sur le canapé, sain et sauf, mais cet espoir va rapidement être fauché lorsque, comme à son habitude, Sharon se rend chez lui pour contrôler son appartement, sauf que ce jour-là, elle remarque que la lumière de son téléphone fixe clignote, indiquant qu'un message a été laissé sur la boîte vocale. Elle s'approche alors du combiné et lorsqu'elle lance la messagerie, elle n'entend qu'un court message, rapide et très expéditif, mais qui va la terroriser à jamais. Paul is gonna be dead. Terrifiée par ce qu'elle vient d'entendre, Sharon ne compte pas laisser tomber son frère et décide de mettre en œuvre tous les moyens possibles et imaginables pour le retrouver. Elle imprime des centaines d'avis de recherche qu'elle va distribuer et accrocher aux 4 coins de la ville et contacte même la presse afin de se faire inviter aux informations dans le but de faire connaître son histoire et de tirer au clair le potentiel enlèvement de son frère. Malheureusement, les mois passent et toujours aucune nouvelle de Paul. La police n'a aucune piste sérieuse et peu à peu, les gens commencent à se décourager et à accepter la triste réalité. Paul s'en est sûrement allé pour toujours et les chances de retrouver son corps ainsi que son meurtrier s'amincissent de jour en jour. Et pourtant, une macabre découverte va relancer l'enquête de manière très inattendu. C'est un journaliste en relation avec Sharon qui relèvera en premier une information d'une importance capitale pour la suite de l'histoire. 3 mois avant la disparition de Paul, un homme du nom de Harvey Dobbs décide de poster une annonce dans le même journal que Paul, le San Francisco Chronicle, à propos d'un magnétoscope, un équipement qui permet de lire des cassettes VHS et qu'il permettait aux gens de louer pendant un certain temps en échange d'une contrepartie financière. Un homme l'aurait alors appelé, intéressé par l'annonce. Cette même journée, Harvey ainsi que sa femme et son petit garçon âgé d'à peine 1 an disparaissent sans laisser de traces. Plus troublant, le magnétoscope dont parlait Harvey dans l'annonce et qu'il gardait chez lui a lui aussi disparu. Un élément supplémentaire est révélé aux enquêteurs. Quelques heures avant de disparaître des radars, la femme de Harvey, Deborah Dobbs, a passé un coup de fil à sa meilleure amie, lui expliquant qu'un homme étrange se rendrait chez elle aujourd'hui dans l'optique de louer leur magnétoscope. À ce même moment, une sonnette retentit et Deborah coupa court à la conversation en précisant que l'individu devait être arrivé. Il s'agit de la dernière fois que la famille Dobbs a été vue en vie. Le lendemain, la voisine des Dobbs entend marcher dans l'appartement d'à côté, sauf que, petit problème, cette même journée, la famille a été publiquement portée disparue. Autrement dit, il est impossible qu'ils soient dans leur appartement à ce moment-là. Elle décide de regarder par la fenêtre et y voit 2 hommes, dont un dans le milieu de la vingtaine, sortir de chez les Dobbs avec 2 gros sacs qui semblent particulièrement lourds. Elle les interpelle et leur demande s'ils sont des amis ou des connaissances des Dobbs, mais n'obtiendra aucune réponse. Les 2 hommes mettent leurs sacs dans le coffre de la voiture de Harvey et s'enfuient avec. L'un des 2 hommes est décrit par la voisine comme étant d'origine asiatique. 2 jours plus tard, la banque des Dobbs détecte une activité sur leur compte, de l'argent a été retiré et des caméras de surveillance capturent ce qui ressemble fortement à un homme dans la mi-vingtaine d'origine asiatique. Malgré ces informations, les mois passent et les recherches semblent s'essouffler de jour en jour. Les policiers n'ont aucune trace de Paul, de sa voiture ou de la famille Dobbs et il commence à devenir hautement probable que ni leur corps ni leurs effets personnels ne seront un jour retrouvés. L'espoir s'éteint doucement chez les enquêteurs jusqu'à ce qu'un incroyable concours de circonstances vienne relancer l'affaire et faire prendre à celle-ci un tournant absolument terrifiant. Sept mois après la disparition de Paul, nous sommes une belle après-midi du 2 juin 1985 lorsque le policier Daniel Wright est appelé pour le vol d'un étau dans un magasin de bricolage. C'est un officier en civil qui a prévenu la police et lorsque Daniel se rend sur place, il trouve tout de suite l'étau volé posé dans un coffre de voiture ouverte.
En fouillant, il trouve également un pistolet automatique avec un silencieux. Vous ne le savez peut-être pas, mais bien que les armes soient totalement légales dans un bon nombre d'États aux États-Unis, les silencieux en revanche sont absolument interdits par la loi en Californie. Le détenteur de cette arme sort d'ailleurs du magasin et s'identifie en tant que Robin Scott Staple. Il explique aux policiers qu'il s'agit d'un malentendu, son ami a pris l'étau en pensant qu'il l'avait déjà payé et ce n'est qu'en sortant du magasin qu'ils se sont rendus compte que ce n'était pas le cas. L'homme en question est donc retourné au magasin pour payer sa dette, donc aucun souci, c'est pas un vol. Malgré que cette information soit véridique, Daniel explique directement à Robin qu'il est en état d'arrestation pour détention d'un silencieux et décide de passer au fichier la plaque de la voiture de Robin. Celle-ci ressort comme étant au nom de Lonnie Bond. Robin explique qu'il s'agit de son voisin qui l'aurait prêté durant son séjour à la montagne. Le policier vérifie alors le numéro de série de l'arme qu'il a trouvé plus tôt dans le coffre et découvre que celle-ci appartient bel et bien à Robin. Celui-ci étant dans l'illégalité, il est embarqué au poste de police. Daniel reste alors avec la voiture et décide de passer au fichier le VIN du véhicule, autrement dit son numéro de série, et c'est là que c'est la grosse douche froide, puisqu'un nom totalement différent ressort dans les fichiers. En réalité, la voiture appartient à une personne disparue du nom de Paul Costner. Une fois arrivé au commissariat, Robin change complètement d'attitude et avoue au policier avoir donné une fausse identité. Son vrai nom n'est pas Robin Scott Staple, mais Leonard Lake. Il avoue aussi être un fugitif condamné pour 17 vols d'armes qui se serait enfui avant son procès et aurait vécu dans l'ombre jusqu'à son arrestation. Leonard révèle un autre détail très important, l'homme qui l'a accompagné au magasin de bricolage et qui s'est échappé avant que la police arrive s'appelle en réalité Charles Eng. Il a lui aussi fait de la prison pour vol d'armes lourdes et correspond à la description donnée par la voisine de Paul, un homme asiatique dans la mi-vingtaine. Après avoir donné toutes ces informations, Léonard demande au policier un verre d'eau ainsi qu'un papier et un stylo. S'attendant à ce que Léonard leur donne des informations importantes, il le laisse seul en salle d'interrogatoire. C'est à ce moment-là que Léonard écrit quelque chose sur son bout de papier, boit une gorgée d'eau, puis s'effondre par terre, pris de convulsions. Il est rapidement envoyé à l'hôpital et on découvre après une analyse sanguine que Léonard, lorsqu'il a été laissé seul dans la salle d'interrogatoire, a pris une petite pilule de cyanure et l'a avalée avec un verre d'eau. Il a aussi écrit à son ex-femme une lettre d'adieu. La question maintenant, c'est quel genre de sombre secret un homme cache-t-il au point de se déplacer avec une pilule de cyanure dans l'éventualité d'une arrestation? Eh bien cette réponse, nous allons malheureusement bientôt la connaître. Taking this opportunity to set up the camera outside of the building and show the area. Of course, what we're looking at now is where the building's going to be. In a bit, we'll focus in a little bit on the exact spot, take a look at some of the trees that had to come down to make way for the actual digging. Here it is. Dans la voiture de Paul, on y retrouve un impact de balles dans le pare-soleil ainsi que des traces de jets de sang un peu partout. Il est à présent clair qu'une scène de crime a eu lieu dans cette voiture et que Paul en soit la victime. Les policiers retrouvent aussi une facture au nom de Clara Lynn, l'ex-femme de Leonard Lake. Les enquêteurs doivent annoncer à Clara Lynn l'état défavorable de son ex-mari et ils en profitent pour lui demander si elle n'avait pas par hasard des informations susceptibles de les aider dans cette affaire. C'est alors que Clara Lynn se rappelle de quelque chose, une vieille cabane dans la montagne. Leonard avait pour habitude de s'y rendre avec son ami Charles et y passait des week-ends entiers. Elle précise aussi aux enquêteurs
que le chalet en question est très compliqué à trouver et qu'à moins d'en connaître son emplacement exact, il leur sera quasiment impossible de s'y rendre. Sauf que Clara Lynn connaît sa localisation exacte et le 4 juin 1985, accompagnée de la police, elle se met en route vers ce chalet sans avoir la moindre idée de l'ampleur que cette découverte va prendre. L'entrée se fait par un vieux portail suivi de 400 mètres de chemin de terre et en face se trouve le chalet avec un énorme bâtiment de pierre en construction juste à côté. Clara Lynn explique qu'il s'agit d'un projet inachevé de Leonard, un abri anti-atomique. À l'intérieur, le chalet est propre et bien rangé et sur une étagère, on y trouve une télévision ainsi qu'un caméscope et un magnétoscope. L'un des policiers remarque alors que ce matériel ressemble étrangement à celui qui avait été volé chez la famille Dobbs. Il relève alors le numéro de série de l'appareil et après quelques minutes d'attente, ils ont un retour du bureau de police. Les numéros de série sont exactement les mêmes. Il s'agit donc bel et bien du magnétoscope de Harvey Dobbs. L'affaire commence véritablement à prendre un tournant bien plus flippant que nécessaire, puisque la police qui venait à la base pour retrouver Paul et Charles Eng se retrouve avec des affaires appartenant à une autre disparition non élucidée. Et la suite ne va rien arranger, puisque la police va découvrir des taches de sang sur les murs ainsi que des impacts de balles. Il n'y a donc plus aucun doute, la police vient de trouver une scène de crime. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il s'agit de l'une des plus atroces de l'histoire des tueurs en série. La police revient le lendemain avec un mandat de perquisition afin de pouvoir fouiller le chalet. Mais les enquêteurs sont tout de suite intrigués par cet abri anti-atomique qui trône au milieu de la forêt. Lorsqu'ils entrent, ils ne trouvent de prime abord rien de très inquiétant. La majorité de la pièce contient des étagères avec du matériel de charpenterie ainsi que des objets de jardinerie. Mais quelque chose dérange les policiers. L'intérieur du bâtiment est bien plus petit que ce qu'il laisse paraître de l'extérieur. Première hypothèse, la pièce qu'ils ont découverte n'est en fait qu'un leurre pour faire bonne figure et cacher quelque chose d'autre de bien plus sinistre. Ils enlèvent alors les panneaux en bois fixés au mur et là, c'est la stupeur. À l'intérieur, on y voit un couloir avec une pièce de vie et une chambre. Des sacs de couchage, des toilettes et des portes pouvant se verrouiller uniquement de l'extérieur. Cette découverte glace encore plus les policiers puisqu'en réalité on se demande pourquoi voudrait-on une porte qui se ferme uniquement de l'extérieur. Ils trouvent aussi sur les murs des règles imprimées sur une feuille. Je dois en toutes circonstances pouvoir servir mon maître, je dois être propre et lavé, je ne parle que lorsqu'on m'adresse la parole, je ne dois jamais regarder mon maître dans les yeux, à part dans le lit lors d'un rapport sexuel, et je dois rester silencieux. Il trouve aussi un miroir dans les toilettes qui s'avère réfléchissant comme un miroir tout à fait banal lorsqu'on se trouve à l'intérieur de la chambre. Mais de l'autre côté, il s'agit en réalité d'une glace sans teint où une caméra était positionnée afin de pouvoir espionner et filmer les potentielles victimes sans qu'elles s'en aperçoivent. Il remarque aussi un autre détail horrifiant, sur l'un des murs se trouvent plusieurs photos de jeunes femmes, parfois nues et disposées un peu partout. En tout, c'est une vingtaine de photos de jeunes femmes qui y sont accrochées. La question est donc de savoir qui sont-elles et où sont-elles? C'est une situation absolument affreuse. Chaque heure qui passe est pire que la précédente et pourtant les enquêteurs ne sont pas au bout de leur calvaire. Leur cauchemar ne fait juste que commencer. Juste derrière le bunker, les policiers voient une tranchée d'une centaine de mètres avec toutes sortes d'objets jetés à la va-vite à l'intérieur. On y trouve des pieds de chaise, des tournevis, un pare-brise, des vêtements, des magazines et en regardant cette tranchée d'un peu plus près, on y trouve tout simplement un crâne humain. Alors que la police est complètement secouée par leur macabre découverte, des patrouilles arrivent en renfort d'un peu partout pour aider à déterrer les restes éparpillés dans la tranchée. Et c'est alors qu'ils retrouvent un deuxième corps. À ce moment-là, c'est la panique générale. 2 corps adultes sont sortis de terre et vous allez voir que le pire reste clairement à venir. Puisqu'en arrivant près d'un poulailler, quelque chose intrigue les enquêteurs. Et après plusieurs minutes autour de l'abri, c'est le cauchemar qui continue. Un 3e corps est déterré. Pendant qu'on s'occupe d'exhumer toutes les preuves et les morceaux de restes humains retrouvés, un peu plus loin derrière le chalet, on remarque des tas de feuilles d'arbres brûlés et de papier. Pour l'instant, rien d'inquiétant puisque c'est de cette façon que les habitants disposent de leurs déchets
et de leurs feuilles mortes. En revanche, la façon dont sont placés les tas est très étrange. Ils sont divisés en 6 petites portions réparties un peu partout au lieu de n'être qu'à un seul endroit sur un même gros tas. En s'approchant, la police remarque alors avec effroi qu'il ne s'agit pas du tout de feuilles brûlées, mais d'un corps humain. Lors de leur retour au poste de police, tout le monde est bouleversé et souhaite trouver des réponses à leurs questions. On demande à interroger Clara Lynn afin de comprendre sa relation avec cette affaire et son degré d'implication dans la disparition et la mutilation des victimes retrouvées. Malheureusement, elle niera en boucle être impliquée en rejetant la faute sur Leonard Lake et Charles. Faut savoir que malgré que Leonard squattait en permanence le chalet, celui-ci appartient officiellement et uniquement à Clara Lynn. On peut donc se demander si celle-ci n'avait vraiment aucune idée des horreurs qui se déroulaient sur sa propriété ou si quelque chose de bien plus sombre se cache chez Clara Lynn. Le lendemain matin, les recherches continuent et les policiers comptent bien passer au crible chaque millimètre de terrain, ce qui d'ailleurs portera ses fruits puisqu'enfui sous un tas de feuilles sur le terrain du chalet, les enquêteurs trouvent enfin quelque chose. Il s'agit d'un seau, et c'est dans ce seau qu'ils y découvrent plusieurs choses très intéressantes, notamment une arme à feu, des lunettes ainsi que des papiers d'identité appartenant malheureusement à un certain Paul Costner. Les nouvelles ne sont clairement pas bonnes et pourtant c'est sur le point de gravement s'empirer puisque les autorités reçoivent un appel venant directement de l'hôpital où est soigné Leonard. Son pronostic vital étant catastrophique et son empoisonnement trop avancé, les médecins prennent la décision de lui couper la seule machine qui le maintenait en vie et cette journée-là, Lake décède, emportant avec lui tous ses secrets et mourant en toute impunité de ses actes horribles. Ce jour-là est terrible pour beaucoup de monde, à commencer par les familles des victimes qui voient leur chance de comprendre ce qui s'est réellement passé diminuer drastiquement. À ce moment-là de l'enquête, la police découvre chaque jour de nouvelles preuves accablantes. Que ce soit des affaires personnelles, des photos de jeunes filles introuvables ou des corps en putréfaction et calcinés disposés un peu partout dans les alentours du chalet. Et vous allez voir que ça ne va pas s'arrêter là puisque personne n'a encore idée du retournement de situation qui s'apprête à s'abattre sur eux. Alors que les fouilles continuent au chalet, le propriétaire du chalet voisin vient rendre une petite visite à la police dont il se serait bien passé. Il déclare avoir un mauvais pressentiment puisque la famille vivant à côté de chez lui n'a pas été vue depuis plusieurs semaines. Il s'agit d'un jeune couple, Lonnie Bond, Brenda O'Connor et Lonnie Bond Jr. Mais ce n'est pas tout, avec eux se trouvait aussi un certain Robin Scott Stapley. Ce nom vous dit sûrement quelque chose et pour cause, il s'agit du nom donné par Leonard Lake lors de son arrestation au magasin de bricolage. Une question glace alors les policiers, où est passé ce jeune couple et son enfant et surtout, pourquoi Lake avait-il en possession la carte d'identité de Robin Scott Stapley? Pour en avoir le cœur net, les policiers obtiennent un mandat d'arrêt pour fouiller la maison de Lonnie et Brenda. À première vue, rien n'a déclaré et rien n'interpelle vraiment les enquêteurs. La maison est propre, il n'y a aucun signe d'effraction et rien ne semble avoir été volé. Ils entrent alors dans une chambre qui pourrait être celle d'un enfant, celle par exemple de Lonnie Jr. Et le lit est fait, la chambre est rangée et tout comme le reste de la maison, vraisemblablement rien n'a été volé. Mais un détail va bientôt bouleverser la situation. En regardant de plus près, on s'aperçoit que les murs sont tapissés de giclées de sang. Au vu des traces retrouvées, la police conclut que l'enfant de 18 mois a été maintenu au mur, battu à mort avec un objet lourd. La famille de Lonnie et Brenda est contactée, espérant pouvoir trouver des informations qui pourraient aider, mais personne n'a rien vu, rien entendu, et malheureusement la police doit rajouter 4 noms sur la liste des victimes. Pourtant, la chance va tout de même leur sourire lorsqu'un policier frappe par hasard le bout de sa pelle par terre sur le terrain du chalet et y entend un bruit étrange. Il sent que quelque chose est enfui en dessous. Et lorsqu'il creuse, il y sort ceci. Un bidon de 19 litres contenant une centaine de pages de documents ainsi que 2 cassettes VHS. L'horreur de Lake et Eng est inscrit sur ces images et nous nous apprêtons à entrer dans la dernière phase de l'enquête, une partie encore plus sombre que ce qu'on avait regardé jusque-là. Not particularly attracted to women, or I should say, particularly attracting to women. And I'm still very much attracted to a particular type of woman who, almost by definition, is totally uninterested in me. Dirty old man, pervert. I'm attracted to young women, sometimes even as young as 12. What I want is
an off-the-shelf sex partner. I want to be able to use a woman whenever and however I want. And when I'm tired or satiated or bored or not interested, I simply want to put her away, lock her up in a little room, get her out of my sight, out of my life. It violates all of the human rights and blah 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 blah. I'm explaining my morality, what I feel, what I want. Sur cette VHS, Lake nous explique très calmement son funeste plan qui consiste à garder captifs des femmes, en faire des esclaves sexuels et de les assassiner lorsqu'il en avait envie. Il raconte aussi le chantier qu'il a mis en place pour la fabrication du bunker et tout ça dans la sérénité la plus déstabilisante. Il semble ni accablé ni stressé par ses pulsions divergentes, il a même l'air plutôt fier de son projet. Mais là où ça va vraiment devenir terrible, c'est lorsque les enquêteurs lancent la deuxième cassette. Celle-ci se nomme M Ladies. Et sur cette cassette, on y voit une jeune femme assise sur son canapé et qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard nue et attachée dans le lit au sous-sol. Nice as we can to you, within the limits of keeping you prisoner. If you don't go along with this, we'll probably take you into the bed, tie you down, rape you, shoot you, and bury you. Here, we'll keep you busy. You'll wash for us, you'll clean for us, cook for us, you'll cook for us. That's your choice in a nutshell. It's not much of a choice, unless you've got death wish. Yeah, I got death wish. Dans cette vidéo, la police remarque que Lake surnomme la jeune femme Cathy. On fait donc directement le lien avec une pièce d'identité retrouvée elle aussi dans le même baril que les cassettes VHS. Il y est inscrit le nom de Kathleen Allen. Il découvre rapidement que Kathleen vivait à San José et lorsqu'il contacte la police de cette zone, ils reviennent avec une information capitale. Kathleen Allen est effectivement domiciliée à San José, mais le dimanche 14 avril 1985, elle est portée disparue. On l'aurait vue pour la dernière fois en compagnie d'un homme d'une trentaine d'années conduisant une Honda Prélude orange de 1980. Tout doucement, des liens et des connexions se forment et la police comprend alors qu'il s'agit de Lake au volant de la voiture de Paul Costner. Quelques jours après son enlèvement, une lettre est envoyée au patron de Kathleen dans laquelle il lui est demandé d'envoyer le salaire de Kathleen dans une boîte aux lettres dont l'adresse de retour se trouve à Whistlerville, Californie, au chalet de Leonard Lake. Une autre femme apparaît sur la cassette, Lake l'appelle Brenda, un nom aussi connu de la police puisqu'il s'agit de la voisine portée disparue en couple avec Lonnie et mère de Lonnie Jr. They got one now. That's my baby. Brenda, you have a... Your baby is sound asleep like a rock. We don't like you. Would I like me to put it in writing? It's done. Just stick it whatever we tell you. You're away. Don't cut us off. Nothing is yours now. You're totally ours. It's so hard. It's like sick. Supper. De toute évidence, au moment où Brenda est attachée sur ce fauteuil, Lonnie Jr. a déjà été assassiné depuis plusieurs heures. Sur cette même VHS, on y voit un deuxième homme qui est aussi rapidement identifié. Il s'agit de Charles Hank. La police demande immédiatement un mandat de perquisition pour fouiller l'appartement de Charles et en attendant les autorisations nécessaires, la police se plonge dans une des preuves retrouvées dans le baril, des documents qui ne sont en fait ni plus ni moins que le journal intime de Leonard Lake. Dans ce livre, on y trouve ses activités quotidiennes comme faire la vaisselle ou passer l'aspirateur, mais en parallèle, on y découvre ce qu'il appelle l'opération Miranda. Dans ce passage, il y parle de ses fantasmes qu'il garde enfuis en lui depuis 20 ans, mais aussi la mention d'un livre, Le Collecteur. Et cette information terrifie les policiers, puisque Le Collecteur n'est ni plus ni moins qu'un livre racontant l'histoire d'un homme construisant un bunker afin d'y enfermer une femme et de la faire tomber amoureuse de lui. Et dans ce livre,
le personnage principal s'appelle Miranda. Une question se pose alors, si Kathleen et Brenda sont des victimes de l'opération Miranda, que sont devenues les femmes accrochées sur le mur? Sont-elles aussi enterrées quelque part? Et pourquoi s'en prendre à des hommes et des familles si Lake n'est attiré uniquement que par les jeunes femmes? Les réponses se trouvent aussi dans ses écrits. On déduit qu'un des fantasmes de Lake était aussi de s'approprier la vie de certaines de ses victimes. Il les choisissait parce qu'ils lui ressemblaient de près ou de loin, physiquement, et une fois assassinés, il usurpait leur identité afin d'envoyer des lettres ou ouvrir des comptes bancaires à leur nom et de conduire leur voiture. C'est en arrivant à la toute dernière page de son journal intime que la police va découvrir un nouvel élément. En effet, sur celle-ci, il est expliqué que Lake s'est introduit chez Charles pour l'assassiner. Mais pour la première fois, il a fait face à un individu lui résistant. Charles ne lui a rien donné, ni voiture, ni carte bancaire, et s'est défendu face à son agresseur. Lake écrit aussi que Charles a remboursé sa dette envers lui cette journée-là, et la date de cette fameuse dette correspond à l'enlèvement de Paul. Vraisemblablement, Charles a aidé dans le kidnapping et l'assassinat de Paul Costner dans le but d'effacer sa soi-disant dette envers Léonard. Dette qui est probablement née du fait que Léonard a épargné Charles lors de son intrusion. Une fois le mandat de perquisition délivré aux policiers, ils s'empressent de fouiller de fond en comble l'appartement de Charles Eng et y trouvent d'accablantes preuves de son implication. Une photo de Brenda, l'étui de l'arme appartenant à Paul Costner, de l'équipement vidéo dérobé chez les Dubs, une carte de la ville de San Francisco avec encerclé en rouge la résidence principale des Dubs, et ils y trouvent aussi une carte bancaire appartenant à Lonnie Bond, ainsi que des cassettes VHS de films appartenant à Harvey Dubs. De prime abord, rien d'extraordinaire n'a été trouvé. Et pourtant la police va passer à côté d'un minuscule indice, mais d'une importance capitale. Sur l'une des cassettes retrouvées dans son appartement, en la rembobinant au maximum, c'est-à-dire au tout début, il remarque l'espace d'un instant, la toute première image diffusée n'est pas celle du film écrit sur la cassette. Ils font donc un arrêt sur image, et là, sur cette image qui ne dure même pas une seconde, on y voit deux corps posés dans une brouette et enroulés dans un sac de couchage. Encore plus fou, peu de temps après le visionnage de cette cassette, une patrouille est envoyée en forêt afin d'approfondir leurs recherches, et du coin de l'œil, l'un des inspecteurs remarque par hasard qu'une partie de la terre a été récemment retournée par des animaux, et que celle-ci semble particulièrement fraîche, contrairement au reste du terrain. En arrivant sur cette place, une odeur de cadavre nauséabonde annonce directement la couleur. Et peu de temps après, deux sacs de couchage sont sortis de terre. À l'intérieur, deux hommes en décomposition. L'un est probablement mort sur le coup puisqu'il n'a qu'une seule balle directement logée dans son crâne. Le deuxième en revanche en a 4. Les corps sont alors rapidement identifiés comme étant Lonnie Bond et Robin Scott Stapley. Il ne fait plus aucun doute que Charles Eng est coupable d'au moins 9 meurtres. Et connaissant son penchant pour les armes, les autorités annoncent alors qu'une chasse à l'homme est ouverte et qu'il ne sera probablement pas ramené vivant par la police. À ce moment de l'histoire, la police obtient déjà son premier indice concernant Charles. Un homme correspondant à sa description aurait été vu à l'aéroport de San Francisco prenant un vol direction Chicago. Là-bas, il aurait été aidé par d'anciens co-détenus à quitter le pays pour se rendre au Canada. Et là, nous perdons sa trace. Étant dans un tout autre pays, il est beaucoup plus difficile d'obtenir des informations et des renseignements que lorsqu'il était encore aux États-Unis. Charles réussit à vivre sous les radars pendant un certain temps, jusqu'au jour où, le 6 juillet 1985, deux agents de sécurité semblent reconnaître Charles alors qu'il achète du saumon fumé au magasin. Ils décident donc d'aller l'interroger, et là, cette journée-là, deux policiers entendent les coups de feu depuis l'extérieur du bâtiment et entrent afin d'intercepter Charles Eng. Il est finalement interpellé, mais malheureusement, notre histoire ne se termine pas encore, puisqu'à présent, le gouvernement américain fait face à un nouveau problème. En effet, Eng ayant commis un crime au Canada, celui-ci est jugé et condamné à 4 ans de prison pour port d'armes illicites et tentative d'homicide sur un agent de sécurité. Ce qui créera un bordel pas possible dans les deux pays, puisque les proches des victimes ainsi que la police ne pouvaient pas conclure l'affaire aux États-Unis avant d'avoir jugé Charles, et les citoyens canadiens se révoltent et demandent à ce que Charles Eng soit envoyé aux États-Unis afin d'être puni pour ses crimes. Néanmoins, son séjour dans la prison canadienne nous délivre quelques infos récoltées par son voisin de cellule. Celui-ci s'appelle Maurice et il prend en note chaque détail des meurtres qu'a commis Eng et transmet l'information aux autorités. On apprend donc que Charles a dessiné plusieurs dessins pour Maurice, notamment celui de la section de réclamation des restes, où l'on voit un homme distribuer les restes de ses victimes dans des sacs. On y lit Dubs, Allen et Bond. Sur un autre dessin, on voit Charles en prison, entouré de posters de ses victimes, tels des trophées, et écrit sur les murs
no gun, no fun, no kill, no thrill. Avec ces horribles dessins s'accompagnent les notes de Maurice et il note les histoires que Charles lui a racontées, comme par exemple celle de Paul Costner où il explique que Leonard Lake trouvait que Paul lui ressemblait. Il a donc mis en place une opération pour lui voler sa voiture et sa carte d'identité, mais qu'après quelques minutes dans la voiture, Paul a tout de suite compris qu'il s'agissait d'un piège et voyant qu'il se débattait, Charles a décidé de lui mettre une balle dans la tête. Il avoue aussi s'être introduit chez les Dubs, leur avoir volé leur équipement vidéo avec l'aide de Lake, puis d'avoir attaché Harvey Dubs dans un coin de la pièce, puis d'avoir abusé de sa femme en l'obligeant à regarder. Tout ça avant de les assassiner. Charles va tenter d'échapper le plus longtemps possible à son sort en invoquant n'importe quelle loi possible et imaginable pour retarder son jugement aux États-Unis. Chaque fois, il trouve une autre excuse et l'utilise pour se sortir d'affaire. D'abord, il est malade, ensuite, il n'a pas assez d'exercice physique fourni par la prison durant sa détention, les gardes lui ont mal parlé, il est malade en voiture. Chaque excuse est bonne à prendre. Il va réussir à gagner 7 ans de cette façon, mais tout a une fin et son jugement aux États-Unis commence donc le 27 septembre 1991. Son avocat lui conseille de plaider non coupable, rejetant les crimes sur Leonard Lake, décédé depuis un certain temps, et donc incapable de justifier quoi que ce soit. Le journal intime de Lake, dans lequel Charles apparaît, est rejeté en tant qu'évidence. Pour l'instant, dans les faits, Charles est totalement innocent. Mais malheureusement pour lui, il va prendre une décision qui va complètement retourner la situation. Malgré que son avocat lui déconseille, Hank décide de se faire interroger en pensant pouvoir prouver son innocence tout seul. Un dessin qu'il avait fait en prison est alors sorti des archives et on y voit Charles cuire un bébé avec une petite note où il est écrit « Aya, papa meurt, maman pleure ». Et bébé free. Il se défend en expliquant qu'il s'agit d'humour noir et c'est là que tout le monde arrête de le prendre au sérieux. Il vient de laisser sortir ses démons et de montrer aux yeux de tous la folie qu'il cache au fond. Le jour du verdict, Charles est décrit comme un tueur de masse, sans émotion et condamné pour le meurtre de 11 personnes. Aujourd'hui, plus de 50 sacs d'ossements ont été sortis de terre et 27 kilos de restes humains sont restés non identifiés. Ils ont été enterrés sous une tombe dans le comté de Calaveras, en Californie. Les jeunes femmes accrochées sur le mur de Lake ont été retrouvées saines et sauves et n'ont pas fait partie du plan machiavélique de Leonard. Charlie Hank n'a jamais été exécuté et est encore aujourd'hui derrière les barreaux, et ce, jusqu'à la fin de ses jours. Pour les victimes, elles ont toutes été séquestrées, utilisées en tant qu'esclaves, et une fois que Charles et Hank avaient assez abusé d'elles, il y a de grandes chances qu'ils les torturaient avant de les tuer, de les démembrer et de les brûler ou de les enfuir sous terre. Bon les amis, j'espère que le premier épisode de ce True Crime de la chaîne vous aura plu. Si vous avez kiffé, j'en ferai d'autres. Et s'il y a des choses que vous auriez aimé que j'aborde et que j'ai pas abordé, ou que vous avez des critiques sur le contenu, n'hésitez pas à le dire en commentaire afin que je puisse améliorer la qualité des prochains épisodes si vous en voulez. En attendant, prenez soin de vous, c'était Juliano, ciao.